Bonjour à tous, c'est un numéro de Step Back inattendu et exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. Step Back, c'est le podcast de la rédaction basket de l'équipe et normalement nous ne l'enregistrons pas le lundi. Mais dans la vie normale, les héros ne meurent pas à 41 ans dans des accidents et c'est ce qui est arrivé à Kobe Bryant dimanche, peu avant 10h heure de la côte ouest des États-Unis, 19h en France. Hélas, 8 fois hélas ou 24 fois hélas comme vous voulez, l'hélicoptère dans lequel il se trouvait en compagnie de sa fille Gianna Maria, âgée de 13 ans, et de 7 autres passagers ou membres d'équipage, s'est écrasé sur une colline à l'ouest de Los Angeles. Kobe Bryant était un enfant de Philadelphie qui a grandi en partie en Europe, mais c'est à LA qu'il a écrit les pages illustres d'une carrière en or et en violine les couleurs d'une équipe, les Lakers, aussi mythique qu'il pouvait l'être lui-même. Pour en parler, je serai accompagné aujourd'hui par Maxime Mallet en direct de New York. Bonjour Max. Salut. Ainsi que par Guillaume Degoulet et Gaëtan Scherer qui tous les deux avaient interviewé Kobe Bryant en 2017 à l'occasion d'une venue à Paris. Un entretien que vous pouvez retrouver d'ailleurs ce lundi dans l'équipe. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour être honnête, normalement on commence toujours l'émission par ces trois mots début du game. Là je crois que ce sera exceptionnellement fin du game. On ne va pas vous parler des circonstances de l'accident, pas précisément, parce que suivant le moment où vous écouterez ce podcast, tout peut beaucoup évoluer. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup, si ce n'est qu'il y avait beaucoup de brouillard. Là, le brouillard, il est plutôt dans nos têtes. Alors, on a beau avoir envie de prendre de la distance, qui est dû aussi à nos métiers de journaliste. J'ai l'impression, Guillaume, qu'aujourd'hui, c'est surtout la tristesse qui prédomine. La tristesse et puis surtout la sidération. C'est vrai que quand on a appris tous la nouvelle via les réseaux sociaux, dimanche soir, on a pris un coup derrière la nuque, le ventre qui se serre, on a du mal à y croire parce qu'on pense, comme tu le disais tout à l'heure Xavier, que les héros sont immortels. C'est pas vrai, seules les légendes le reste. Il avait tout d'un demi-dieu ce garçon, une vie en or, un palmarès exceptionnel, un talent fou, une éthique de travail, du charisme. Quand on l'avait rencontré avec Gaëtan, ça nous avait frappé. Parfois les Américains, les stars américaines, notamment les sportifs, ont tendance à surjouer. Là c'était pas le cas, il surjouait pas, c'était lui. C'est vrai que aujourd'hui encore, on a du mal à imaginer qu'il soit plus là, surtout dans ces circonstances-là, en disparaissant avec sa fille de 13 ans. Ce qui nous reste maintenant, c'est des souvenirs. Des souvenirs à l'appel, notamment par exemple le dernier de Kobe en tant que basketteur. C'était le 14 avril 2016 à Los Angeles. Il disputait son 1566e et dernier match en NBA, une victoire contre Utah, 101-96. Kobe Bryant avait 37 ans et tu y étais, Max. Tu étais au Staples Center. Est-ce que tu peux nous raconter quels sont justement les souvenirs que tu as de cette dernière sortie en tant que basketteur ? C'était une soirée folle. C'est vrai que ça avait démarré un peu. En fait, les Lakers étaient déjà éliminés, donc tout le monde savait que c'était effectivement son dernier match, qu'il n'y aurait pas de play-off derrière. Utah en face avait une chance encore de se qualifier en fonction du résultat de notre match qui débutait avant. Donc Utah fait un peu le match au début, Bryant n'est pas forcément très bon, mais on continue à lui donner des tirs, et puis tout à coup, en cours de match, ça bascule, et là on sent qu'il y a une atmosphère complètement folle qui s'empare du Staples Center. Il commence à enchaîner les tirs, à les rentrer quasiment tous. Utah qui sait à ce moment les joueurs savent qu'ils sont éliminés, lâche un peu, et donc s'ensuit une fin de match complètement dingue où il va prendre 50 tirs, marquer 60 points dans une ambiance de folie. Après le match, il va rester plus de 35 minutes en conférence de presse avec encore le maillot sur les épaules. Il avait pas envie de l'enlever. D'ailleurs, c'était une des dernières questions d'un des journalistes du LA Times qui lui a dit vous allez finir par l'enlever quand même ce maillot, et ça l'avait fait marrer parce que ça montrait que cette transition vers autre chose, il l'avait préparée, mais qu'il n'avait pas envie de lâcher sa carrière de joueur comme ça. Donc c'était un moment, une soirée qui avait commencé un peu bizarrement et qui avait fini dans la folie la plus complète. Le lendemain, t'écrivais dans le journal, je te cite, souvent détesté dans sa carrière, c'est un Bryant apprécié comme jamais qui a quitté la scène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme souvent après les morts brutales, il y a une unanimité dans les hommages. Mais là, on sent vraiment une peine sincère, puissante. Max, qu'est-ce qui avait provoqué dans sa carrière ce basculement de la haine, qu'on a pu ressentir un petit peu, pas de la haine, mais du désamour qu'on a eu au milieu de sa carrière, au fait qu'à la fin, tout le monde l'appréciait, j'ai l'impression? Non, je pense qu'on peut dire de la haine, hein, sans aller dans la haine de lui souhaiter du mal physiquement, hein, à l'époque, mais il y a les autres supporters le haïssaient, ils détestaient le voir en face, ils supportaient pas tout ce qu'il pouvait faire sur le terrain. Donc voilà, c'était une haine sportive, on va dire. Voilà.
Mais il avait basculé toute sa fin de saison, donc il a sa grosse blessure au tendon d'Achille, il enchaîne avec d'autres blessures, les Lakers ne font plus les playoffs, donc voilà, il est plus dans cette position du mâle alpha qui écrase la ligue et qui est le patron de la ligue. LeBron James un peu prend le relais à ce moment-là et donc il se place dans une position un peu différente où il devient plus apprécié. Je pense qu'il apprécie plus aussi tout ce qu'il a pu accomplir et puis le fait d'être encore un joueur pro, de pouvoir continuer à jouer. Il joue aussi les mentors pour énormément de jeunes joueurs, ce que pour le comparer, je pense à un joueur auquel il a été comparé maintes et maintes fois, Michael Jordan n'avait pas du tout voulu prendre cette position de mentor pour les jeunes joueurs. Et ben Kobe Bryant, il a vraiment embrassé cette position-là. On le voit avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont particulièrement touchés aujourd'hui. Donc voilà, il avait basculé dans une espèce de rôle de grand frère de toute la ligue, alors qu'à l'avant, il était vraiment le joueur honni par les 29 autres fanbase, comme on dit. Donc ce changement s'était opéré cette période entre 2013 et 2016 quand il arrête. Déjà on a déjà basculé de cette haine de l'époque à un amour de quasiment tout le monde envers lui et envers ce qu'il a accompli. Gaëtan. Ouais, ce qui est rigolo avec la haine que lui vouaient la plupart des fans des autres franchises, autres que les Lakers en tout cas, c'est Kobe, il en tirait beaucoup de fierté et c'est ce qui le faisait démarquer de la plupart des autres superstars sportives. C'est qu'il expliquait qu'il appréciait en fait que les gens le détestent parce que ça montrait quelque part le rôle qu'il tenait et son attachement profond à Los Angeles. Et avant sa dernière saison, il expliquait que les fans qui l'avaient détesté pendant 19 saisons, ils avaient aucun intérêt à venir lui faire des adieux et des hommages infinis, comme il a eu droit parce que il a eu une carrière exceptionnelle, mais il a dit s'il vous plaît, si vous m'avez détesté pendant 19 saisons, détestez-moi la 20e parce que quelque part ça lui plaisait ce truc-là. Il avait même fait un spot publicitaire où on voyait tous ses détracteurs, où on voyait les fans, on voyait avec des maillots adverses le huer et lui il les saluait tous, il quittait le terrain on va dire en paix avec ça. C'est quelque chose en tout cas qui le faisait vibrer, qui le portait plus qu'autre chose. Il se nourrissait de ça. Exactement. Énormément. Guillaume, je te mangerai ça avec toi. Kobe, ça a été un des plus grands sportifs de tous les temps. Je parle pas de basketteur, je parle de sportif de tous les temps. C'est même une personnalité médiatique extrême. Mais il a eu cette particularité qu'on l'a toujours comparé, mais parce qu'il l'a aussi suscité, avec le plus grand de tous, Michael Jordan. Donc, c'est une position paradoxale, celui d'avoir été peut-être l'un des 5 meilleurs basketteurs de tous les temps, tout en étant toujours un peu en dessous de celui dont on s'est rapproché. Est-ce que Kobe avait malgré tout, au fil de ses 20 ans de carrière, réussi à développer son image propre et pas seulement celui de Kobe conforme, comme l'écrivait Arnaud aujourd'hui dans le journal? Oui, remarquablement bien d'ailleurs cet article d'Arnaud Lecomte. Oui, il voulait simplement s'approcher de la perfection. Tout ce qu'il faisait, il essayait de le faire à la perfection. La perfection jusqu'alors s'appelle Michael Jordan. Il a essayé de tout copier jusqu'à l'excès. Je vous invite, si vous avez un petit peu de temps, à aller sur le net, aller regarder quelques vidéos copier-coller des deux. Ce sont des montages évidemment, mais c'est absolument incroyable, les postures, les gestes. Par contre, il a poussé le vice, si je puis dire, encore plus loin dans l'exigence, dans l'éthique de travail. Les histoires sont multiples sur j'arrive à 4h à la salle, voire même à 3h50 pour être sûr d'être avant le prépa physique pour lui montrer que moi je suis prêt. Une concentration incroyable. C'était un meilleur attaquant. C'est peut-être un blasphème ce que je veux dire, mais c'est un meilleur attaquant que Michael Jordan, un attaquant bien plus complet, un défenseur moins fort, certes, que son Altesse, mais un attaquant beaucoup plus fort. Regardez, juste pour le plaisir, les 81 points inscrits contre Toronto. Regardez comment les Raptors défendent sur lui. C'est pas du run and gun aujourd'hui façon Houston Rockets, James Harden et step back, ou Steph Curry, j'arrive, je balance. Non, avec personne en face. Il y avait 2, 3, parfois 4 défenseurs sur lui pour essayer de l'arrêter. 81 points. Une réponse à toutes les solutions. C'était ça, Kobe Bryant. Alors effectivement, il y avait ce côté égoïste, ce côté selfish, parfois ce sale caractère jusqu'à l'excès qui faisait que ses coéquipiers pouvaient se sentir oubliés. Mais s'il a poussé ça, oui, l'offensive jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça, Kobe Bryant. Max, est-ce qu'il y a on est au lendemain de la disparition, on sait comment ça se passe dans ces cas-là, mais est-ce qu'il y a une mini-ouverture pour aborder les côtés parfois un peu plus sombres de Kobe aujourd'hui, sans aller jusqu'au problème judiciaire, hein. Je parle de ce côté croqueur, ce côté parfois dur qu'il pouvait avoir, fermé, où là, évidemment, on n'est que dans l'hommage et dans le positif. Non, tous les longs portraits qui sont faits de lui rappellent l'épisode judiciaire aussi, hein, de 2003-2004 où il a été accusé de viol et avant qu'il y ait un non-lieu, mais qu'il fasse une lettre d'excuse et qu'il y ait un arrangement
au civil, pardon. Voilà, donc ça c'est évoqué. Son côté aussi, c'est un personnage complexe. C'est aussi pour ça qu'il attirait autant de la lumière. Donc ce personnage complexe-là, il est évoqué, mais c'est vrai que comme on en parlait juste avant, l'image, la dernière image qui reste, c'est celle d'un Kobe qui veut donner, qui entraîne l'équipe de sa fille, qui écrit des livres, qui fait des vidéos pour dire share basketball. Il a pris beaucoup pendant sa carrière de joueur, mais là il était en train de donner beaucoup, et donc c'est cette image-là qui reste comme la dernière et qui ressort plus que l'égoïste, même si c'est évoqué. Il le disait lui-même, au début de sa carrière, il disait « I was fucking wild », c'était un putain de sauvage, et il en avait conscience, et ce côté sauvage, il l'a gardé au final, pendant toute sa carrière, mais parce qu'il a grandi, parce qu'il est devenu plus mature, ce côté sauvage s'est mixé avec celui qui a voulu être vétéran, qui a voulu prendre en main la franchise, essayer de construire quelque chose avec les jeunes, même si aux Lakers ça a été très compliqué au vu de l'irrégularité et de l'inconstance de ses effectifs. Mais c'est vrai que ce côté sauvage, il l'a gardé jusqu'au bout, et c'est ce qui a fait qu'il était à la fois si fascinant et à la fois si détesté. Gaëtan, il y a une ambiguïté finalement dans le personnage de Bryant, dans le sens où c'est l'enfant du 21e siècle, parce que les caméras, l'attention médiatique, on sent qu'il vit avec ça, que ça ne le dérange pas, et au contraire il en joue. D'un autre côté, c'est aussi un joueur qui a fait 20 ans dans la même franchise, c'est-à-dire quelque chose qui rapproche plus là des années 60-70, quand on changeait pas de club. Il aura finalement mélangé plein d'époques. Il a à la fois l'élégance, il a un jeu d'arrière donc extrêmement moderne, mais c'est le respect des fondamentaux. Il mélange tout, finalement, ce Bryant. Oui, c'est ce qui fait aussi que son héritage est immense, et que tous les joueurs, tous ceux qui ont grandi, c'est-à-dire la génération en fait qui est actuellement en NBA, a grandi avec Kobe. Quand on voit l'émotion d'un Trae Young qui est né en 98, d'un Devin Booker hier qui avait les larmes aux yeux au début du match, c'est des joueurs qui ont grandi avec Kobe Bryant, pour qui c'était... il y a eu la génération de Jordan, on peut dire aujourd'hui il y a une génération Kobe, c'est ceux qui ont vu ce joueur au début évidemment imiter Jordan jusqu'à l'excès, mais qui ensuite s'est forgé sa propre légende, s'est approprié le jeu NBA. Le jeu NBA des années 2000, c'est quand même un jeu chiant, quoi. C'est un jeu, il y a peu de points, beaucoup de défense, on n'est pas encore dans le shoot à 3 points à outrance, on n'est plus dans les défenses hyper resserrées des années 90, il n'y a pas... Et pourtant, lui, à un moment, c'est Harden avant Harden quand même, c'est-à-dire le mec qui joue tous les ballons. Oui, c'est vrai. Mais il a rendu les gens fous. Il a rendu les gens fous avec ça. C'est vrai que c'est Harden avant Harden. Après, contrairement à Harden, lui a gagné avant. C'est-à-dire qu'il a eu ses 3 titres au début de carrière qui lui ont plus ou moins donné le feu vert et l'autorisation de faire ce qu'il a fait. Et après le départ de Shaquille O'Neal, il a été très très mal entouré. En gros, soit il mettait ses 40 points par match, soit les Lakers ne faisaient rien. Il les a à chaque fois emmenés en play-off. Il mettait 40 points par match et il ne faisait rien. C'était aussi ça à une époque. Exactement, en 2007, quand il enchaîne ses matchs à une semaine à plus de 50 points de moyenne. 4 de suite. Voilà, 4 de suite. Il y a 2 carrières chez Kobe Bryant. Il y a la carrière avec le numéro 8 et la carrière, c'est ce qu'il nous avait dit d'ailleurs Gaëtan. Et la c'est carrière peut-être avec le numéro 24. J'allais t'interroger là-dessus. C'est peut-être qu'il y a plus fort. Comme Jordan avait su faire 2 carrières finalement avec une césure, lui a réussi à le faire aussi. Il a fait du Jordan à sa manière, en étant le seul joueur à avoir deux maillots. Rendez-vous compte, 2 maillots Lakers retirés. Les Lakers, c'est pas n'importe quelle franchise, c'est pas les Hawks, c'est même pas, désolé, mais c'est même pas les Bulls. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir son maillot retiré aux Lakers, au Staples Center, que dans n'importe quelle autre franchise aujourd'hui. Oui, 2 carrières, 2 personnages, la concurrence avec Shaq, l'amitié avec Pau Gasol, on n'est pas loin du free pit aussi avec Pau Gasol, même s'il y a cette finale perdue en 2008 face aux Celtics. C'est un joueur, un personnage extrêmement complexe, et surtout qui a eu l'art incroyable, contrairement à Michael Jordan, qui a mis tout de suite beaucoup de distance pour mettre les autres à distance, de se raconter. Il est incroyablement fort dans l'art de se mettre en scène. Le storytelling, il maîtrise à outrance, il sait raconter des histoires. C'était ça sa force aussi à Kobe. Pour vous, Max, je te demandais à toi, c'était lequel le plus fort finalement, le Kobe Bryant? C'est celui qui est capable justement de marquer 81 points, et on le rappelle quelques semaines auparavant, 62 points contre Dallas en 3 quarts temps, il n'avait pas joué le 4e. Ou c'est celui qui est un peu plus accompli et peut-être moins soliste qu'on retrouve en 2009-2010, ou peut-être le plus jeune finalement, celui qui était avec Shaquille, qui est sous l'ombre de Shaquille O'Neal, mais qui était déjà extrêmement fort. Est-ce qu'il y a un Bryant plus dominant dans toutes ces périodes? C'est difficile à dire. J'étais en train de... Pardon, je réfléchissais en même temps que tu... J'étais en train de me dire ce qui fait sa force, c'est justement d'avoir été ces 3-là. Et que je pense que les gens n'isolent pas l'un par rapport aux 2 autres. Ils apprécient qu'il était capable de faire les 3. Après, le plus dominant, personnellement, c'est sans doute la période creuse du milieu. Et puis dominant et gagnant en même temps, c'est sans doute la dernière période avec Pau Gasol.
Période où il n'hésitait pas d'ailleurs à, comme on dit en anglais, jeter Pogazol sous le bus quand il le trouvait pas assez agressif ou pas assez ceci ou pas assez cela. Mais disons que la dernière période, c'est celle où il était à la fois l'unique leader et le joueur dominant à la fois, tout en gagnant des titres. Sur la personnalité maintenant, parce on parle beaucoup effectivement du joueur. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors là, je vais parler un tout petit peu. C'est le côté humain de Kobe Bryant. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir un côté inhumain, le talent, trop de talent, trop d'ego, trop de ceci, mais nous, il faut savoir qu'on est là autour de cette table, on est 3 à avoir eu la chance de l'interroger. Moi, j'ai eu la chance de l'interroger l'année dernière, et ce qui m'a marqué, c'est l'humanité. C'est-à-dire que parler avec lui, c'est la possibilité non pas d'avoir une distance absolue, comme on a pu le voir, puisqu'on a revu Michael Jordan vendredi. On voit bien quand on pose une question, il y a 3 secondes entre la question et la réponse, il se passe 1 million de choses dans la tête de Jordan et il en donne le 10e et rien, même quand il rigole, c'est pas naturel. Bryant, c'était très naturel. Moi, l'année dernière, c'était 10 minutes avec un journaliste de la Gazzetta et un journaliste de Slam et on a pris énormément de plaisir. On en a beaucoup parlé après. Vous, j'ai l'impression que c'est pareil. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu avais ressenti lors de l'interview que t'avais, Ce que je disais au début, beaucoup de sincérité, le vrai plaisir d'être là. Quand on l'a vu débarquer dans l'hôtel, dans le couloir de l'hôtel, je sais pas si tu te souviens, Gaëtan, dans le hall. C'était flippant. On était un petit peu flippé parce que il avait ses grosses lunettes de soleil, 2 gardes du corps, tout un aéropage autour de lui. On s'est regardé, on s'est dit, oulala, ça va être compliqué, il est mal luné. L'interview a commencé, les lunettes sont tombées, le café a fait son effet, il a commencé à nous parler tout de suite un petit peu en français. Et on a fait l'interview, mais c'était du pain béni, un vrai moment de bonheur. Et il était absolument pas pressé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il regarde sa montre. Il y avait 20 minutes, on a fait une demi-heure. Et vous avez de la chance, vous m'avez promis 20 minutes, on en a eu 10. Et c'est vrai qu'il avait cette capacité à creuser le sujet et aller au fond de la chose. On sentait qu'il y avait à répondre aux questions. Ouais. Exactement, une vraie réflexion derrière chaque question. Et il te balançait pas une nouvelle métaphore qu'on avait déjà vue 10 fois dans une autre interview, le même texte. Évidemment, il y avait beaucoup d'admiration. J'ai grandi avec ce joueur, mais c'est vrai que dans chacune de ses réponses, on sentait qu'il faisait un effort. Bon, à l'époque, j'avais 25 ans, il aurait pu me prendre de haut et au bout de 10 questions, me faire comprendre qu'il avait pas que ça à faire en venant à Paris. Et c'était tout l'inverse. Moi, je me souviens même, j'avais demandé à son attaché de presse parce que il venait de publier un message où en gros, il avait soutenu Colin Kaepernick qui à cette époque-là avait commencé à s'agenouiller pendant l'hymne américain. Et Kobe avait fait un post sur les réseaux sociaux à cette époque où en gros, il avait expliqué qu'il le soutenait. Évidemment, je voulais évoquer cette question avec lui. Son attaché de presse n'était absolument pas d'accord. Et puis, je l'avais poussé pour lui dire, mais allez au moins lui poser la question. Si ça se trouve, ça lui plairait. Et évidemment que ça lui avait plu. On avait passé les 5 dernières minutes de l'interview à parler de ça. Et il avait fait du Kobe, quoi, en évoquant du Martin Luther King, du Bill Russell. C'était quelqu'un de juste brillant et profondément intéressant. Et effectivement, qui ne se laissait pas dicter des ordres. On l'a vu aujourd'hui dans la chandelle, ce qu'on appelle la chandelle, c'est le petit texte, l'édito d'un directeur de rédaction qui raconte une interview qu'il a eue de Kobe Bryant. Les Lakers ne voulaient pas qu'il le rencontre, il était passé par la porte de derrière et ils l'ont fait sur le parking. Voilà, on ne donne pas d'ordre à Kobe Bryant, Guillaume. Non, c'est aussi la marque de sa culture européenne, en tout cas de son éducation européenne. Il est passé par la France, on l'a déjà dit, il est passé par l'Italie, dont il maîtrisait plutôt bien la langue, bien mieux que moi qui ai fait des cours pendant une année. Il était marqué par ça, il était très ouvert, très au fait du sport mondial, très au fait de l'actualité mondiale. Pas seulement du football, par exemple. Bien sûr, très, très grand fan de foot, très grand fan du Barça. Pas seulement concentré sur le petit monde de la NBA et du basket, en fait. Voilà, tout simplement, c'était une personnalité moderne. Quand on lui parlait de son enfance, c'est vrai qu'il parlait pas seulement, par exemple, de la gastronomie italienne ou française. Il disait tout de suite que c'était... il avait lu l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, c'était Kobe, quoi. C'était des références culturelles. Il s'accrochait à ces choses-là et c'était pas fin. Il était vraiment dans un autre monde. Il était dans son monde, quoi. Max, on ne parle plus que de ça aux États-Unis ? Oui et non, c'est le sujet dominant, mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, les grandes chaînes nationales ont fait un décrochage de quelques minutes en breaking news avant de repasser sur leur programme habituel. ESPN, par exemple, avait le Pro Bowl, qui est le All-Star Game de la NFL, du foot US en gros, et a fait une petite pause au milieu du match pour évoquer le sujet, mais est revenu ensuite sur le match, même si ça a été évoqué avec des joueurs. Donc c'est ESPN 2 seulement, entre guillemets, qui avait les programmes changés pour évoquer Kobe. Donc
voilà, c'est le sujet dominant. On en entend parler au début des talk shows. Il y a eu aussi la collision avec les Grammy Awards qui sont passés hier soir, qui sont des gros événements du début d'année, qui sont passés hier soir au Staples Center où ça a été évoqué aussi. Donc oui, je crois que les maillots de Kobe qui étaient au cintre ont été illuminés pendant toute la soirée. Voilà, ouais. Et Alicia Keys, qui animait la soirée, a fait son premier petit discours sur ça, et ensuite a fait une chanson a cappella avec Boyz II Men pour lui rendre hommage. Et en effet, à la fin, ils ont montré ces 2 maillots 8 et 24 illuminés sur les murs du Staples Center. Donc voilà, il s'est retrouvé aussi dans l'actualité par des coïncidences qui font que il est partout. Après, je pense que en termes de médiatisation, donc là, il va y avoir tout ce qui va se passer autour de l'enquête, etc. Il y aura sans doute un petit peu de calme sur ce front-là à partir du week-end, puisque c'est le week-end du Super Bowl aux États-Unis qui est l'événement sportif de l'année. Et je pense qu'on peut s'attendre à un retour de beaucoup d'hommages et d'évoquer Kobe énormément autour du 15-16 février avec le All-Star Weekend où on devrait lui rendre de nombreux hommages, je pense. Moi, j'avais un copain qui hier, d'une phrase dans les discussions de WhatsApp, a dit quelque chose auquel j'avais pas pensé du tout. Il disait, je vois pas comment les Lakers aujourd'hui peuvent ne pas remporter le titre cette année, dans le sens où LeBron James, qui a déjà une motivation énorme à titre personnel, va vouloir absolument remporter un titre pour les Lakers, donc la franchise historique de Kobe Bryant, pour pouvoir lui rendre hommage. T'en penses quoi, Guillaume ? Oui, je suis entièrement d'accord. Après, il ne sera pas tout seul évidemment sur le terrain. Mais on sait ce qu'un supplément de motivation chez LeBron peut créer. Mais ça peut créer, oui, même chez Anthony Davis, je pense, même s'il a été moins expressif dans sa douleur que LeBron James. Mais c'est peut-être quelque chose qui, effectivement, doit porter même les Lakers au titre cette année. En tout cas, moi, je l'espère. Gaëtan, une question sur l'héritage de Kobe Bryant. On en parlait un petit peu entre nous avant. C'est assez étonnant, mais on a vu fleurir pendant 25 ans des nouveaux Jordan, parfois même des Felipe Lopez ou Harold Miner qui n'ont jamais rien fait de leur carrière. On a vu des nouveaux Magic parfois, c'était un peu mieux, Penny Hardaway, des nouveaux Shaquille quand ça arrivait, du Greg Oden, mais personne n'a jamais été présenté comme le nouveau Bryant. Pourquoi ? Parce qu'il ne le faut pas, parce que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas souhaitable. Pourquoi ? Peut-être parce que déjà, il était lui-même un prolongement de Jordan au début de sa carrière, même pendant très longtemps en fait. En étant ce prolongement-là, forcément, ça a affecté un peu le jeu des comparaisons. Ce que je pense aussi, c'est qu'il avait ce côté vraiment parrain de la Ligue pendant les 2 derniers tiers de sa carrière. C'était le Godfather, quoi. Tout le monde le respectait éminemment. Et aujourd'hui, on n'a aucune personnalité, aucun joueur qui réussit à se détacher des autres aussi en termes de l'aura que Kobe avait. Aujourd'hui, on a évidemment un James Harden qui est en train de fixer des standards statistiques exceptionnels, mais il n'avait pas le côté félin ni l'aura de Kobe Bryant. On a évidemment Giannis Antetokounmpo qui est en train de dominer la ligue, c'est pas la même aura. LeBron James, c'est vrai qu'on l'a toujours comparé à Michael Jordan, ça a toujours été le nouveau Jordan, ça sera pas le nouveau Kobe, parce que Kobe évoluait dans cet univers un peu à part, où il était capable de mimer autant les mouvements de Michael Jordan que le fadeaway de Dirk Nowitzki, où il était capable... blessé à un doigt, blessé à une cheville, de continuer à performer, ne serait-ce que pour accrocher la 8e place des playoffs où derrière ils vont se faire, on savait pertinemment qu'ils allaient se faire sweeper 4-0. Kobe, pardon, lapsus révélateur. Kobe, c'était aussi un mental, et c'était cette image-là qui dégageait, qui à mon avis fait que le jeu des comparaisons est très difficile, l'a été et continue à le rester, même malheureusement après cette disparition. On ne verra pas de nouveau Kobe Bryant. Je pense qu'il a poussé, il fait peur en fait. Il a poussé le niveau d'exigence, son propre niveau d'exigence à un tel niveau, bien supérieur à celui de Michael Jordan. C'est Phil Jackson qui disait ça, qu'il s'est infligé une éthique de travail bien supérieure à celle de MJ, qui était peut-être plus talentueux à la base. Se présenter ou être présenté comme le nouveau Kobe Bryant, au-delà de l'orgie offensive que ça peut vouloir signifier, ça veut aussi dire travailler comme un malade, aller au bout de ses limites. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui en NBA, il y a beaucoup de joueurs qui soient capables d'aller au-delà, de pousser leurs limites au-delà de ce qui est possible. Kobe, il a poussé son corps au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, vu les contrats dont ils bénéficient, préfèrent, une fois qu'ils ont fait leur match, aller faire un petit peu de relaxation. Combien de joueurs vont se rompre le tendon d'Achille, rester sur le terrain, aller tirer 2 lancers francs en boitant, ressortir du terrain sans être soutenu ?
Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a absolument aucun. Enfin, c'est une anecdote bête, mais Kobe, il était dans ce délire-là, quoi. D'ailleurs, c'est un très mauvais symbole et un très triste symbole que sa fille soit décédée avec lui dans cet accident, puisque c'était elle qui était censée récupérer l'héritage. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même interrogé aux États-Unis quand on lui disait mais vous ne regrettez pas de pas avoir eu d'enfant mâle, le garçon, pour pouvoir reprendre le fil de votre carrière. Et Question stupide d'ailleurs. Oui, et lui disait à cette question-là, ma fille répondait toujours moi je suis là et je le ferai. Et quand on lui demandait si elle jouerait un jour en WNBA, il répondait la question ne se pose même pas. Et il en était très fier d'ailleurs. Il suffit de voir les images un peu d'amour là-dessus. Et c'est vrai que c'est là-dessus peut-être qu'on va rester, c'est que Kobe Bryant est parti mais laisse 3 filles et une compagne éplorée et voilà et donc maintenant il va falloir passer à autre chose, mais j'ai quand même l'impression que cette saison sera vraiment très 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 différente maintenant, n'est-ce pas Max? Oui, bah forcément toute la fin de saison sera marquée par ça. Il y a des joueurs qui sont marqués à vie par ça, qui seront marqués à vie parce que Kobe leur a apporté. Justement, je disais, parce qu'il a eu ce rôle de mentor qui était proche d'eux, qui pouvait l'appeler, que parfois c'est lui qui les appelait. Donc il y avait cette connexion humaine avec tous ces gens dans la ligue, dans toutes les équipes, toutes les franchises. C'est pour ça que l'intégralité de la ligue va être marquée durablement par ce drame. On en reparlera probablement, je pense, au fil des step back, parce que c'est impossible d'ignorer l'héritage qu'a laissé Kobe Bryant. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Effectivement, on aurait voulu prendre la parole un peu plus tard dans la semaine, ça voudrait dire qu'on était resté dans la normalité, mais là, il s'était passé quelque chose d'extrêmement triste. Merci messieurs d'être venus parler de l'héritage de Kobe Bryant. Merci Guillaume, merci Max et merci Gaëtan. Merci, bye bye. Au revoir. Merci, ciao.